Ce soir-là, devant cette porte fermée, j'ai compris qu'on peut perdre un fils sans qu'il meure. Le pire dans la trahison, ce n'est pas la douleur, c'est le silence qui suit. Ce silence où l'on reste debout, les bras chargés de cadeaux, pendant que son propre enfant détourne le regard. Je m'appelle Hélène Dubois. J'ai 77 ans. Ce que je vais vous raconter aujourd'hui, je ne l'ai jamais dit à personne. Pas par peur, mais parce qu'il y a des leçons qui ne se partagent que lorsqu'on a compris leur véritable sens. Aujourd'hui, j'ai compris. Tout a commencé 3 semaines avant Noël. J'étais dans mon salon, à Bordeaux, assise près de la fenêtre qui donne sur le jardin. Une tasse de thé fumait entre mes mains. Toujours la même tasse en porcelaine blanche, celle que mon mari m'avait offerte pour nos 30 ans de mariage. Il est parti il y a 8 ans, mais je bois encore dans cette tasse chaque matin. C'est ma manière de le garder près de moi. Mon téléphone a sonné. C'était Julien, mon fils unique. « Maman, cette année, on va enfin passer Noël tous ensemble. Mathilde et moi, on a tout préparé. Viens à Paris. Reste quelques jours. On a hâte de te voir. » Sa voix était chaleureuse, presque trop. Mais j'étais tellement heureuse que je n'ai rien remarqué. Cela faisait 3 ans que je ne passais plus Noël avec lui. 3 ans que Mathilde, sa femme, trouvait toujours une excuse. Un voyage, une réunion de famille de son côté, une grippe soudaine. 3 ans que je passais le réveillon seul, avec cette tasse de thé et une photo de nous 3 prise avant qu'elle n'entre dans nos vies. Mais cette fois, c'était différent. Julien m'invitait. Il voulait que je vienne. J'ai réservé mon billet d'avion le soir même. J'ai préparé mes valises avec soin. J'ai acheté des cadeaux. Un pull en cachemire gris pour Julien, un foulard en soie pour Mathilde et une bouteille de Château Margaux, ce vin que mon mari adorait. Je voulais que tout soit parfait. Le 23 décembre, j'ai pris l'avion pour Paris. Mon cœur battait comme celui d'une jeune fille. J'allais revoir mon fils. J'allais enfin être accueillie dans leur maison. Dans l'avion, je serrais cette tasse de porcelaine dans mon sac à main. Je l'avais emportée avec moi comme un talisman. Je me disais que si je buvais mon thé avec eux, dans leur cuisine, ce serait comme si mon mari était là aussi, comme si on était enfin redevenu une famille. J'ai atterri en début d'après-midi. Le taxi m'a déposé devant leur maison, une belle demeure en pierre de taille dans le 16e arrondissement. Les volets étaient ouverts, de la lumière brillait à l'intérieur. J'ai monté les marches, mes sacs à la main, le cœur gonflé d'espoir. J'ai sonné. La porte s'est ouverte. Mais ce n'était pas Julien. C'était elle, Mathilde. Le visage fermé, les bras croisés. « Qu'est-ce que vous faites là ?» Sa voix était glaciale, comme si j'étais une étrangère, comme si je n'avais aucun droit d'être là. J'ai souri, mal à l'aise. Julien m'a invitée. Il m'a dit de venir pour Noël. Elle a secoué la tête, lentement, comme si j'étais une enfant stupide. Julien n'aurait jamais dû vous inviter. Nous avons nos traditions. Noël, c'est pour la famille. J'ai senti quelque chose se briser en moi, mais j'ai essayé de rester calme. Mais je suis sa mère. Elle m'a regardé droit dans les yeux. Et là, elle a dit les mots que je n'oublierai jamais. « Vous n'êtes pas de la famille, Hélène. Vous êtes du passé. » Puis elle a crié, assez fort pour que tout le quartier l'entende. « Sortez! Vous n'êtes pas la bienvenue ici !» J'ai cherché Julien du regard. Il était là, derrière elle, debout dans le couloir. Il me regardait. J'ai attendu qu'il dise quelque chose, qu'il intervienne, qu'il me défende. Mais il n'a rien dit. Il a juste baissé les yeux. Puis il a hoché la tête, lentement, comme pour approuver. Parfois, on fait confiance à ceux qui ne la méritent pas. Et vous, avez-vous déjà été déçu par quelqu'un que vous aimiez ? Racontez-moi votre histoire dans les commentaires, j'aimerais vous lire. Je suis restée là, devant cette porte qui se refermait, avec mes valises et cette tasse en porcelaine serrée contre mon cœur. Et c'est là que j'ai compris. J'ai compris que certaines batailles ne se gagnent pas avec des larmes. J'ai compris que la dignité, parfois, c'est de se taire. Alors j'ai fait demi-tour. J'ai marché jusqu'au portail. Et avant de partir, j'ai sorti un petit carnet de mon sac. J'ai écrit quelque chose. Quelques mots seulement. Puis j'ai plié le papier et je l'ai glissé entre les barreaux du portail, bien en évidence. Je suis partie sans me retourner. Le lendemain matin, mon téléphone n'a pas arrêté de sonner. 47 appels. Tous de Julien. Tous de Mathilde. Mais moi, je buvais mon thé, tranquillement, dans ma tasse en porcelaine blanche, et je souriais. Parce que la justice, voyez-vous, n'a pas toujours besoin de crier. Parfois, elle tient dans un simple mot.
Il y a des souvenirs qui ne vieillissent jamais. Ils restent là, intacts, comme des photographies que le temps n'ose pas toucher. Quand je ferme les yeux, je revois notre appartement à Bordeaux. Celui d'avant. Celui où Julien a grandi. C'était un 3 pièces au 4e étage, sans ascenseur. Les murs étaient couverts de papier peint à fleurs. La cuisine sentait toujours le beurre et la vanille, parce que je faisais des gâteaux chaque dimanche. Mon mari, Pierre, disait que c'était cette odeur qui l'avait fait tomber amoureux de moi. Pas mon sourire, pas mes yeux, mais mes gâteaux aux pommes. Julien avait 5 ans quand Pierre m'a offert cette tasse en porcelaine blanche. C'était un matin de juin. Le soleil entrait par la fenêtre de la cuisine. Julien jouait avec ses petites voitures sur le tapis du salon. Pierre est rentré du travail plus tôt que d'habitude, un paquet à la main. 30 ans de mariage, Hélène. 30 ans que tu me supportes. Il souriait. Ce sourire doux qu'il avait toujours, même dans les moments difficiles. J'ai ouvert le paquet et j'ai découvert cette tasse, simple, élégante, avec une petite fleur de lys gravée sur le bord. Pour que chaque matin tu penses à nous, il a dit. Je l'ai embrassé. Julien a couru vers nous et s'est accroché à nos jambes. On a ri tous les trois. On était heureux. On était entiers. Cette tasse est devenue mon rituel. Chaque matin, je buvais mon thé dedans. Chaque matin, je pensais à eux. Julien était un enfant doux, sensible. Il m'apportait des fleurs du jardin public. Il dessinait des cœurs sur mes listes de courses. Le soir, il s'endormait en tenant ma main. Pierre était fier de lui. Il disait toujours « Ce garçon a un cœur en or, Hélène. Il prendra soin de toi quand je ne serai plus là. » Je riais. Je lui disais de ne pas parler de ça. On avait toute la vie devant nous. Mais la vie, elle, avait d'autres plans. Pierre est mort d'un infarctus à 68 ans. Un mardi matin. Il préparait le café. Il s'est effondré dans la cuisine. Je l'ai trouvé par terre, une main sur la poitrine, les yeux déjà fermés. Julien est venu à l'enterrement. Il avait 42 ans. Il pleurait. Il m'a serré dans ses bras et m'a dit « Maman, je ne te laisserai jamais seule. Papa me l'a fait promettre. » Pendant 2 ans, il a tenu cette promesse. Il m'appelait chaque semaine. Il venait déjeuner le dimanche. On parlait de Pierre, de nos souvenirs, de la vie. Et puis, Mathilde est arrivée. Au début, je ne me suis méfiée de rien. Elle était jolie, élégante. Elle travaillait dans la communication. Julien semblait heureux. « Maman, c'est elle. Je vais l'épouser. » J'ai souri. J'ai dit que j'étais contente pour lui. Et je l'étais, vraiment. Je voulais qu'il soit heureux. Je voulais qu'il ait une famille. Ils se sont mariés 6 mois plus tard. Une belle cérémonie à Paris. Mathilde portait une robe de créateur. Tout était parfait. Presque trop. À la réception, elle m'a pris à part. « Hélène, maintenant que Julien et moi sommes mariés, je pense qu'il est important que vous compreniez quelque chose. Julien a besoin de construire sa propre vie, sa propre famille. Vous comprenez, n'est-ce pas ?» J'ai hoché la tête. Je ne savais pas quoi dire. Elle a souri, un sourire froid, calculé. « Bien, je savais que vous étiez une femme raisonnable. » Après le mariage, les choses ont changé. Lentement, imperceptiblement. Julien appelait moins souvent, 1 fois par mois, puis 1 fois tous les 2 mois. Quand je téléphonais, c'était toujours Mathilde qui répondait. « Il est occupé, Hélène. Je lui dirai que vous avez appelé. » Mais il ne rappelait jamais. Les dimanches ont disparu. Les déjeuners aussi. Quand je proposais de venir à Paris, il y avait toujours une excuse. Un voyage, un dîner, un imprévu, 3 ans, 3 Noëls passés seuls. Je buvais mon thé dans cette tasse en porcelaine blanche. Je regardais les photos de Julien enfant. Et je me demandais où était passé mon fils, celui qui m'apportait des fleurs, celui qui dessinait des cœurs, celui qui promettait de ne jamais me laisser seule. Et puis, ce coup de téléphone, cette invitation. « Viens à Paris, maman. On va passer Noël ensemble. » J'avais cru que c'était un nouveau départ. Je m'étais trompée. Pendant que je raconte tout cela, je me demande d'où vous m'écoutez. Écrivez le nom de votre ville en commentaire. Ce que je ne savais pas encore, debout devant ce portail avec mon petit mot plié dans la main, c'est que parfois, la vérité se cache dans les détails qu'on refuse de voir. Et que certaines personnes montrent leur vrai visage seulement quand elles pensent avoir gagné. Il y a des moments qui passent inaperçus sur le coup. Et puis, des années plus tard, on les revoit avec une clarté terrible. On comprend que c'était là, exactement là, que tout a basculé. Pour moi, ce moment, c'était un déjeuner. 6 mois après le mariage. J'avais pris le train pour Paris.
Julien m'avait invité dans un restaurant chic, près des Champs-Élysées. Mathilde était là aussi, bien sûr. Elle ne le quittait jamais. Je me souviens du serveur qui nous apportait les menus. Je me souviens de la nappe blanche, impeccable. Et je me souviens du regard que Mathilde m'a lancé quand j'ai commandé. J'avais demandé un thé. Simplement un thé. Un thé, elle a répété, avec ce petit rire condescendant qu'elle avait parfois. Hélène, nous sommes dans un restaurant gastronomique. On ne commande pas du thé ici. Prenez plutôt un verre de vin. J'ai souri, gênée. Non, merci. Je préfère le thé. Elle a échangé un regard avec Julien. Un regard que je n'ai pas compris tout de suite. Mais qui disait « Tu vois ?» Elle ne sait pas se tenir. Julien n'a rien dit. Il a juste baissé les yeux vers son menu. Le repas s'est déroulé dans une politesse glacée. Je posais des questions à Julien. Comment allait son travail, s'il était content de son nouvel appartement, si tout se passait bien. Mais c'était toujours Mathilde qui répondait. « Il va très bien, Hélène. Nous allons très bien. D'ailleurs, nous pensons agrandir l'appartement. Julien a besoin d'un vrai bureau, un espace à lui. » Je hochais la tête, je souriais. Mais quelque chose en moi se contractait. À la fin du repas, j'ai voulu offrir un cadeau à Julien. J'avais apporté une écharpe en laine que j'avais tricotée moi-même, grise avec des motifs discrets. Le genre d'écharpe que Pierre aimait porter en hiver. J'ai sorti le paquet de mon sac. « Tiens, mon chéri, c'est pour toi. » Julien a souri. Un vrai sourire, celui de l'enfant qu'il avait été. « Merci, maman. » Il a commencé à ouvrir le paquet. Mais Mathilde a posé sa main sur la sienne. « Julien, nous avons rendez-vous dans 20 minutes. Tu ouvriras ça plus tard. » Elle a pris le paquet et l'a glissé dans son sac à main, comme si c'était à elle, comme si j'avais offert ce cadeau à elle. Julien n'a rien dit. Je suis rentré à Bordeaux le soir même. Dans le train, j'ai pleuré. Pas beaucoup, juste quelques larmes silencieuses que j'essuyais avec un mouchoir. Je me disais que j'exagérais, que c'était normal qu'une femme veuille protéger son territoire, que Julien était heureux et que c'était tout ce qui comptait. Mais au fond de moi, je savais que quelque chose était en train de se briser. 2 semaines plus tard, j'ai appelé Julien. « Tu as aimé l'écharpe, mon chéri ?» Il y a eu un silence, trop long. « Quelle écharpe, maman ?» Mon cœur s'est arrêté. « Celle que je t'ai offerte au restaurant, celle que j'ai tricotée pour toi. » Un autre silence. « Ah oui, oui, bien sûr. Elle est très belle. Merci. » Mais je l'entendais dans sa voix. Il ne l'avait jamais vue. Mathilde ne la lui avait jamais donnée. J'ai raccroché. Je me suis assise dans mon fauteuil, ma tasse de thé à la main. Et j'ai compris quelque chose de terrible. Je n'étais plus en train de perdre mon fils. On était en train de me le prendre. Méthodiquement. Patiemment. Un détail à la fois. Un thé qu'on ne devrait pas commander. Un cadeau qu'on ne donne jamais. Un coup de téléphone qu'on ne rappelle pas. Les mois ont passé. Les appels se sont espacés. Julien parlait de moins en moins. Et quand il parlait, c'était toujours avec cette voix nouvelle. Cette voix qui n'était plus tout à fait la sienne. Une voix qui disait « Mathilde pense que… Mathilde préfère que… Mathilde a décidé que… Jamais, je pense. Jamais, je veux. Jamais. Maman, je t'aime. » Un soir de novembre, j'étais assise près de la fenêtre. Il pleuvait. La pluie frappait les vitres avec une régularité hypnotique. J'ai pris cette tasse en porcelaine blanche. Je l'ai serrée entre mes mains. Et j'ai pensé à Pierre. « Tu m'avais dit qu'il prendrait soin de moi. » J'ai murmuré. Mais il ne me voit même plus. Le téléphone a sonné. C'était Julien. « Maman, pour Noël, on va voyager cette année. Mathilde veut aller aux Maldives. Mais l'année prochaine, promis, on se voit. » J'ai dit « D'accord, mon chéri. » J'ai dit « Passe de bonnes fêtes. » J'ai dit « Je t'aime. » Mais lui, il n'a rien dit. Il a juste raccroché. Et moi, j'ai bu mon thé, en silence, en regardant la pluie tomber, en me demandant combien de temps encore j'allais accepter d'être invisible. Il y a une chose terrible que les femmes de ma génération ont apprise très tôt. Pour garder la paix, il faut se faire petite, si petite qu'on finit par disparaître. Pendant 2 ans, c'est exactement ce que j'ai fait. Je me suis tue, je me suis effacée, j'ai accepté. Chaque fois que Julien annulait un déjeuner, je disais « Ce n'est pas grave, mon chéri, on se verra une autre fois. » Chaque fois que Mathilde répondait à sa place, je souriais poliment. Chaque fois que je sentais qu'on m'éloignait, je reculais d'un pas, puis d'un autre encore. Je me disais que c'était normal, que Julien avait sa vie,
que je devais respecter son mariage, que les mères doivent savoir lâcher prise. Mais lâcher prise et être rejetée, ce n'est pas la même chose. Un jour, j'ai décidé de faire un geste simple, sans prétention. C'était au mois de mars, le printemps arrivait. J'avais acheté des bulbes de tulipes au marché, des tulipes blanches, les préférées de Pierre. Je les ai plantées dans mon jardin, avec soin. Quand elles ont fleuri, j'en ai coupé une dizaine. Je les ai mises dans du papier kraft, avec un petit mot. Pour égayer votre appartement, je pense à vous, maman. J'ai envoyé le bouquet par coursier, à Paris, chez eux. 3 jours plus tard, Julien m'a envoyé un message. Merci pour les fleurs, maman. 5 mots. Pas d'émotion, pas de chaleur, juste 5 mots. Mais au moins, il avait répondu. Je me suis accrochée à ça, comme on s'accroche à une bouée dans une mer agitée. J'ai continué. Un bouquet au printemps, une carte d'anniversaire en été, un colis avec des confitures maison en automne. À chaque fois, j'espérais. À chaque fois, je recevais le même genre de réponse froide. Ou pire, rien du tout. Un soir, j'ai téléphoné. C'était l'anniversaire de Pierre. 8 ans qu'il était parti. Je voulais parler à Julien, partager ce souvenir avec lui. Mathilde a décroché. « Hélène, Julien ne peut pas vous parler. Il est sous la douche. Je peux attendre. » Non. Il a une réunion importante demain matin. Il doit se coucher tôt. Je lui dirai que vous avez appelé. J'ai entendu la voix de Julien en arrière-plan. « C'est qui ?»« Personne d'important. » Elle a répondu. « Personne d'important. » Elle a raccroché. Je suis restée là, le téléphone à la main, les larmes aux yeux. Mais je n'ai rien dit. Je n'ai pas rappelé. Je n'ai pas protesté. Parce que j'avais peur. Peur que si je disais quelque chose, je le perdrais complètement. Peur que Mathilde convainque Julien de couper les ponts. Peur de me retrouver seule. Vraiment seule. Alors j'ai continué à me taire. J'ai continué à envoyer des messages auxquels il ne répondait pas. J'ai continué à attendre des appels qui ne venaient jamais. Je me suis fait un rituel. Chaque matin, je buvais mon thé dans cette tasse en porcelaine blanche. Et je parlais à Pierre. « Dis-moi quoi faire. Dis-moi comment le récupérer. » Mais Pierre ne répondait pas. Les morts ne donnent jamais de conseils. Mes amis me disaient « Hélène, tu dois te battre. Tu dois lui parler franchement. » Mais comment se bat-on contre quelqu'un qui vous a déjà effacé? Comment parle-t-on à un fils qui ne décroche plus le téléphone? Pendant que je raconte tout cela, je me demande d'où vous m'écoutez. Écrivez le nom de votre ville en commentaire. Un jour, j'ai reçu un faire-part. Une enveloppe épaisse, crème, avec des lettres dorées. Je l'ai ouverte avec le cœur battant. C'était une invitation. Mathilde et Julien organisaient une grande soirée pour fêter les 5 ans de leur mariage. Nous serions honorés de votre présence. Honorés. J'ai souri. Un sourire amer. Parce que je savais que cette invitation, ce n'était pas Julien qui l'avait envoyée. C'était elle. Pour sauver les apparences. Pour que personne ne puisse dire qu'il m'avait exclu. J'ai hésité, longtemps. Devais-je y aller? Devais-je refuser? Finalement, j'y suis allée. J'ai pris le train pour Paris. J'ai mis ma plus belle robe, une robe bleu marine, sobre et élégante. J'ai apporté un cadeau, une photo encadrée de Julien enfant avec Pierre. Sur la photo, ils riaient tous les deux. Julien avait 6 ans. Il tenait la main de son père. Quand je suis arrivée à la soirée, tout était parfait. Des bougies, partout. Des serveurs en costume. Des invités élégants qui parlaient à voix basse en sirotant du champagne. Mathilde m'a accueillie avec un sourire glacial. « Hélène, quelle surprise. Je pensais que vous ne viendriez pas. Pourquoi? C'est mon fils. » Elle a ri. Un petit rire sec. « Bien sûr. Installez-vous où vous voulez. » Il n'y avait pas de place pour moi à leur table. J'ai été placée au fond de la salle, avec des gens que je ne connaissais pas. Julien est passé me saluer. Rapidement. Distraitement. « Merci d'être venu, maman. »« Julien, je voudrais te parler. Juste 5 minutes. » Il a regardé sa montre. « Là, je ne peux pas. On a le discours, puis la danse d'ouverture. Après, peut-être. Après, il a disparu. Je suis restée assise à cette table, seule, en regardant mon fils danser avec sa femme. Ils souriaient, ils avaient l'air heureux. Et moi, j'étais invisible. À la fin de la soirée, je suis partie sans lui dire au revoir. Je n'ai même pas donné mon cadeau. Je l'ai laissé sur une table, près de la sortie. Dans le train du retour, j'ai pleuré. Pas de ces pleurs discrets que j'avais appris à cacher. Non, j'ai pleuré vraiment. Tout mon corps tremblait. Une femme assise à côté de moi m'a tendu un mouchoir. « Ça va aller ?» Elle a murmuré. Mais ça n'allait pas. Et je le savais.
parce que j'avais compris quelque chose de terrible. En essayant de garder mon fils, je m'étais perdue moi-même. En me faisant petite, j'avais disparu. Et lui, il ne remarquait même plus que je n'étais plus là. Il y a des vérités qui se cachent dans les silences, dans les mots qu'on ne dit pas, dans les phrases qui s'arrêtent trop tôt. Pendant des mois, j'ai vécu dans le brouillard. Je voyais les signes, mais je refusais de les comprendre. Et puis, un jour, le brouillard s'est levé. C'était en septembre, presque un an avant ce Noël terrible. J'avais reçu un appel de ma vieille amie Colette. Elle habitait à Paris, dans le 12e arrondissement. Nous nous connaissions depuis 50 ans. Elle avait été témoin à mon mariage avec Pierre. « Hélène, je dois te parler. C'est important. Peux-tu venir à Paris ?» Sa voix était grave, inquiète. J'ai pris le train le lendemain. Nous nous sommes retrouvés dans un petit café, rue de la Roquette. Colette avait vieilli. Ses cheveux étaient presque blancs maintenant, mais ses yeux étaient toujours aussi vifs. Elle a posé sa main sur la mienne. « Hélène, je ne sais pas comment te dire ça. Mon cœur s'est serré. »« Quoi ? Il est arrivé quelque chose à Julien ?»« Non, Julien va bien. Physiquement, en tout cas. Mais j'étais à une exposition la semaine dernière, au Grand Palais, et je l'ai vu, avec Mathilde. Et alors ? Colette a baissé les yeux. Il y avait d'autres personnes avec eux. Des amis, je suppose. À un moment, quelqu'un a demandé à Julien s'il allait voir sa mère pour son anniversaire. Mon anniversaire. Il était dans 3 jours. J'avais 76 ans. Qu'est-ce qu'il a dit ? Colette a hésité. Il a dit qu'il ne savait pas, que ce serait compliqué. Et puis Mathilde a ri. Elle a dit « Quoi ? Dis-moi. » Elle a dit « Oh, Hélène comprend. Elle sait qu'on a nos propres obligations. Elle ne demande jamais rien, de toute façon. » Le silence. Et Julien ? Il a dit quelque chose ? Colette a secoué la tête. Il a juste souri. Comme si c'était normal. Comme si tu n'existais pas. Je suis rentrée à Bordeaux le soir même. Dans le train, je ne pleurais pas. J'étais juste vide. Elle ne demande jamais rien. Cette phrase tournait dans ma tête, encore et encore. Parce que c'était vrai. Je ne demandais jamais rien. J'attendais, j'espérais, je me taisais. Et pendant ce temps, Mathilde racontait à tout le monde que je ne voulais rien, que j'étais indépendante, que je préférais être seule. Elle réécrivait l'histoire. Elle effaçait mon silence pour en faire un choix. Mon anniversaire est passé. Julien m'a envoyé un message. « Joyeux anniversaire, maman. Désolée, on ne peut pas t'appeler aujourd'hui. Journée chargée, bisous, bisous. » Un mot qu'on envoie par politesse, par habitude, pas par amour. J'ai posé mon téléphone, j'ai pris ma tasse de thé. Et pour la première fois, j'ai pensé à quelque chose que je n'avais jamais osé penser. Et si Julien ne m'aimait plus ? Non, ce n'était pas ça. Et si Julien avait oublié comment m'aimer ? Les jours ont passé. J'ai commencé à observer, vraiment observer. J'ai relu les messages qu'il m'avait envoyés au fil des années. J'ai compté. Sur les 50 derniers messages, 38 commençaient par « Mathilde et moi ». Jamais je. Mathilde et moi allons en vacances. Mathilde et moi avons acheté une nouvelle voiture. Mathilde et moi pensons qu'il vaut mieux reporter. Mathilde et moi. Mathilde et moi. Mathilde et moi. Comme si Julien n'existait plus seul. Comme s'il n'était plus qu'une extension d'elle. J'ai fouillé dans mes tiroirs. J'ai retrouvé des photos. Julien enfant. Julien adolescent. Julien le jour de son mariage. Sur chaque photo d'avant Mathilde, il souriait. Un vrai sourire. Les yeux brillants. Vivants. Sur les photos d'après, son sourire était différent. Poli. Contrôlé. Comme s'il avait appris à sourire sur commande. Un soir, j'ai appelé. Sans réfléchir. J'avais besoin d'entendre sa voix. La vraie. Celle d'avant. C'est lui qui a décroché. « Maman ? Julien, mon chéri. Comment vas-tu ? Je vais bien. Pourquoi tu appelles ? Il y a un problème ? Pourquoi tu appelles ? Comme si c'était anormal qu'une mère appelle son fils. Non, aucun problème. Je voulais juste parler. Un silence. Parler de quoi ? De quoi ? De tout. De rien. De nous. Je ne sais pas. De toi. De ta vie. Est-ce que tu es heureux, Julien ? Un autre silence. Plus long. Bien sûr que je suis heureux. Pourquoi tu me demandes ça ? Sa voix était devenue froide, méfiante. Je me posais juste la question. Écoute, maman, je suis un peu occupée là. On peut se reparler plus tard ? Oui, bien sûr. Je t'aime, mon... Il avait déjà raccroché. Je suis restée là, le téléphone dans une main, ma tasse de thé dans l'autre. Et j'ai compris. J'ai compris que je n'avais pas perdu mon fils.
On me l'avait volé, lentement, méthodiquement, avec patience. Mathilde avait fait de lui un étranger, un homme qui ne savait plus qui il était sans elle. Un homme qui ne se souvenait plus qu'il avait eu une mère avant d'avoir une femme. Et le pire, c'est qu'il ne s'en rendait même pas compte. 2 mois plus tard, le téléphone a sonné. C'était Julien. « Maman, cette année, on va enfin passer Noël tous ensemble. » J'aurais dû me méfier, j'aurais dû poser des questions. Mais j'étais tellement heureuse d'entendre ces mots que j'ai juste dit oui, oui, sans réfléchir. Oui, en espérant que peut-être, enfin, tout allait redevenir comme avant. Je ne savais pas encore que ce Noël serait le dernier mensonge, celui qui allait tout changer. Il y a des moments où le monde entier bascule, où tout ce qu'on croyait vrai se révèle être un mensonge. Pour moi, ce moment, c'était devant cette porte fermée, le 23 décembre, à 16h30. Laissez-moi vous raconter ce que j'ai vraiment ressenti. Dans l'avion, j'avais le cœur léger. Je regardais les nuages par le hublot et je souriais. Je me disais que c'était enfin le bon moment, que Julien avait enfin compris, qu'il m'avait choisi. J'avais mis ma plus belle veste, en laine grise, celle que Pierre m'avait offerte il y a 10 ans. J'avais emporté cette tasse en porcelaine blanche dans mon sac à main, enveloppée dans un foulard pour qu'elle ne se casse pas. Et les cadeaux, tous ces cadeaux que j'avais choisis avec tant de soin. Le pull en cachemire pour Julien. Je me souvenais qu'il aimait le gris, qu'il disait que c'était une couleur apaisante. Le foulard en soie pour Mathilde. J'avais choisi du bleu ciel, élégant, sobre, pour lui montrer que je ne lui en voulais pas, que je voulais la paix. Et cette bouteille de Château Margaux, le vin préféré de Pierre, pour qu'il soit là, lui aussi, d'une certaine manière. Quand le taxi s'est arrêté devant leur maison, j'ai pris une grande inspiration. La maison était magnifique. 4 étages, des moulures aux fenêtres, un petit jardin devant, avec un portail en fer forgé. J'ai pensé, mon fils vit ici, il a réussi, il est heureux. J'ai monté les marches, une par une. Mon cœur battait fort. J'ai sonné. Et puis la porte s'est ouverte. Mathilde. Elle portait un pull blanc, un pantalon noir, les cheveux tirés en arrière, impeccable, froide. Elle m'a regardé comme on regarde un démarcheur, avec agacement, avec mépris. « Qu'est-ce que vous faites là ?» Ces mots, ces premiers mots. Pas « Bonjour, Hélène ». Pas « Entrez, il fait froid ». Non. « Qu'est-ce que vous faites là ?» J'ai essayé de sourire. Julien m'a invitée, pour Noël. Elle a secoué la tête, lentement, comme si j'étais une idiote. Julien n'aurait jamais dû faire ça. Nous avons nos traditions. Nos traditions. Pas nos comme toi et nous, nos, eux, sans moi. Mais je suis sa mère. Elle a ri. Un rire sec, cruel. Vous êtes sa mère biologique, Hélène. Mais la famille, ce n'est pas une question de sang. C'est une question de présence. Et vous n'avez jamais vraiment été présente. Jamais été présente. Moi qui lui avais donné la vie. Moi qui l'avais élevé seul après la mort de Pierre. Moi qui avais travaillé jour et nuit pour qu'il puisse étudier dans les meilleures écoles. Moi qui avais tout donné. Jamais été présente. J'ai senti quelque chose se briser en moi. Quelque chose qui ne se réparerait jamais. Mathilde, s'il vous plaît, laissez-moi juste voir Julien. Juste 5 minutes. Elle a croisé les bras. Julien n'est pas disponible. Mais je l'ai vu. Derrière elle. Dans le couloir. Mon fils. Mon Julien. Il me regardait. Nos yeux se sont croisés. Et dans ses yeux, je n'ai vu ni colère, ni tristesse. J'ai vu rien. Du vide. Comme si je n'étais rien. Comme si je n'avais jamais existé. J'ai tendu la main vers lui. Julien. Il a baissé les yeux. Il a hoché la tête, doucement, comme pour dire « Oui, maman, elle a raison, tu dois partir ». Mathilde a haussé le ton, assez fort pour que les voisins entendent. « Sortez, vous n'êtes pas de la famille, vous n'êtes pas la bienvenue ici ». La porte s'est refermée, un claquement sec, final. Je suis restée là, debout, les bras chargés de cadeaux, comme une mendiante. Je me demande encore si j'ai fait le bon choix. Et vous ? Qu'auriez-vous fait à ma place ? Autour de moi, le quartier était silencieux. Quelques fenêtres s'étaient allumées. Des gens regardaient. Certains détournaient les yeux, gênés. J'aurais pu crier. J'aurais pu tambouriner à la porte. J'aurais pu supplier. Mais quelque chose en moi a dit « Non, non, je ne supplierai pas. Non, je ne m'abaisserai pas. Non, je ne perdrai pas ma dignité.
J'ai descendu les marches, lentement, la tête haute. J'ai marché jusqu'au portail. Et là, j'ai posé mes sacs par terre. J'ai sorti mon petit carnet de mon sac à main. Celui que je garde toujours avec moi. Celui dans lequel je note mes courses, mes rendez-vous, mes pensées. J'ai déchiré une page. Et j'ai écrit. Quelques mots seulement. Mais ces mots contenaient toute la vérité. Joyeux Noël. La maison où vous vivez est encore à mon nom. Pensez-y bien avant de verrouiller ce portail. J'ai plié le papier. Je l'ai glissé entre les barreaux du portail, bien en évidence, et je suis parti. Je n'ai pas pleuré, pas tout de suite. J'ai marché jusqu'à la station de métro. J'ai pris le premier train. Direction l'aéroport. Dans le métro, une jeune femme m'a regardé. Elle a vu mes valises, mes yeux rouges. « Ça va, madame ?» J'ai souri. « Oui, ça va aller. » Et c'était vrai. Parce que pour la première fois en 3 ans, j'avais compris quelque chose de fondamental. On ne peut pas forcer quelqu'un à vous aimer. On ne peut pas mendier l'affection. On ne peut pas se faire petite en espérant qu'on vous remarque. Tout ce qu'on peut faire, c'est garder sa dignité. Et partir. J'ai pris un vol de nuit pour Bordeaux. Dans l'avion, j'ai sorti ma tasse de mon sac. Je l'ai tenue entre mes mains, intacte, comme moi. « Pierre, » j'ai murmuré, « j'aurais dû t'écouter. Tu m'avais dit de ne jamais laisser personne me marcher dessus, même pas notre fils. » Le lendemain matin, je me suis réveillée chez moi, dans mon lit, dans ma maison. J'ai préparé mon thé, j'ai bu dans cette tasse en porcelaine blanche, et mon téléphone a commencé à sonner. 1 fois, 2 fois, 10 fois, 20 fois, 47 appels, tous de Julien, tous de Mathilde. Mais je n'ai pas décroché. J'ai juste souri, parce que j'avais enfin compris. La justice ne vient pas toujours de nous. Parfois, elle vient de la vérité qu'on ose enfin dire. 47 appels. J'ai laissé mon téléphone sonner toute la matinée. Je le regardais vibrer sur la table de la cuisine, encore et encore, comme un animal pris au piège. Mais je ne décrochais pas. Je buvais mon thé, lentement, dans ma tasse en porcelaine blanche. Je regardais par la fenêtre. Le jardin était calme. Quelques oiseaux picoraient les miettes que j'avais jetées la veille. Tout était paisible. Pour la première fois depuis des années, j'étais en paix. À 13h, le téléphone a enfin cessé de sonner. Il y a eu un silence, un long silence, puis un message est arrivé. C'était Julien. « Maman, s'il te plaît, réponds. C'est urgent. On doit te parler. » Puis un autre. « Maman, je t'en supplie. » Décroche. Puis un troisième. « Maman. » Ce dernier mot, en majuscule, m'a fait sourire, tristement. Parce que c'était la première fois en 3 ans qu'il m'appelait « maman », avec autant d'urgence. La première fois qu'il semblait avoir vraiment besoin de moi. Mais pas par amour, par panique. J'ai attendu encore 1 heure, puis j'ai décroché. « Allô ?» Ma voix était calme, posée, comme si je répondais à un inconnu. « Maman !» C'était Julien. Il criait presque. « Pourquoi tu ne décrochais pas ? On t'appelle depuis ce matin. » J'étais occupée. Un silence. Occupée ? Mais c'est Noël demain. Je sais quel jour on est, Julien. Maman, écoute, pour hier, c'était un malentendu. Mathilde ne savait pas que je t'avais invité. On s'est mal compris. Tu peux revenir ? On va tout arranger. J'ai fermé les yeux. Un malentendu. Comme si j'avais imaginé cette porte claquée, cette voix qui criait, ce regard vide. Non, Julien, ce n'était pas un malentendu. Mais si, Mathilde regrette. Elle veut s'excuser. Tu peux revenir, s'il te plaît ? Pourquoi ? Comment ça ? Pourquoi ? Parce que tu es ma mère. Ah, donc maintenant, je suis ta mère. Hier, selon Mathilde, je n'étais pas de la famille. Mais aujourd'hui, je suis ta mère. Qu'est-ce qui a changé, Julien ? Silence. Maman, s'il te plaît. Passe-moi Mathilde. Quoi ? Tu as bien entendu. Passe-moi Mathilde. Si elle regrette vraiment, qu'elle me le dise elle-même. Un bruit étouffé, des chuchotements, puis sa voix, froide, mais contrôlée. Hélène, Mathilde, écoutez, il y a eu un malentendu hier. J'étais stressée, les préparatifs de Noël, vous comprenez ? Je n'aurais pas dû vous parler comme ça. Elle ne s'excusait pas, elle justifiait. Vous m'avez dit que je n'étais pas de la famille. J'étais en colère, je ne pensais pas ce que je disais. Vous l'avez crié devant tout le quartier, Mathilde. Et Julien n'a rien dit. Il a juste hoché la tête. Alors dites-moi, laquelle de vous deux mentait ? Vous hier ou vous aujourd'hui ? Silence. Hélène, soyons adultes. Venez pour Noël. On oublie tout ça. Non. Pardon ? Non. Je ne viendrai pas.
Sa voix est devenue sèche, tranchante. Très bien. Si c'est comme ça, tant pis. Attendez, Mathilde. Il y a quelque chose que vous devez savoir. Quoi? Cette maison où vous vivez, celle avec le beau portail en fer forgé. Celle que vous fermez si facilement aux gens que vous n'aimez pas. Oui, et alors? Elle n'est pas à vous. Silence. Long, pesant. Qu'est-ce que vous racontez? La maison est à mon nom, Mathilde. Mon mari l'a achetée il y a 20 ans. Nous l'avions mise en location. Quand Julien s'est marié, je lui ai dit qu'il pouvait y habiter, gratuitement, en attendant qu'il puisse s'acheter quelque chose, mais légalement, elle est toujours à moi. J'entendais sa respiration. Rapide, paniquée. Vous mentez. Les papiers sont chez mon notaire, Maître Renaud, à Bordeaux. Vous pouvez vérifier. Julien! Elle a crié. Julien, viens ici! Des bruits, des voix étouffées. Puis Julien a repris le téléphone. Maman, c'est vrai? La maison, elle est à toi? Oui. Mais pourquoi tu ne nous l'as jamais dit? Parce que je ne pensais pas avoir besoin de te le rappeler. Je pensais que tu te souviendrais. Que tu te souviendrais de qui t'a donné un toit, de qui t'a tout donné. Maman, je ne savais pas que... Que quoi, Julien? Que ta femme pouvait me mettre à la porte de ma propre maison. Silence. Qu'est-ce que tu vas faire? J'ai pris une grande inspiration. Je ne sais pas encore. Mais ce que je sais, c'est que je ne vais plus accepter d'être traitée comme une étrangère. Plus jamais. Maman, s'il te plaît, ne fais pas ça. On peut arranger les choses. Les arranger comment, Julien? En faisant semblant que rien ne s'est passé? En continuant à m'effacer? Non. Je vais parler à Mathilde. On va changer. Je te le promets. Des promesses. Comme celles qu'il m'avait faites à l'enterrement de son père. Je ne te laisserai jamais seule, maman. Mais il m'avait laissée. Il m'avait abandonnée. Pas d'un coup, mais lentement. Jour après jour. Julien, il y a une chose que tu dois comprendre. Quoi? Je ne vais pas vous retirer la maison. Ce n'est pas mon genre. Mais je ne vais plus mendier votre affection non plus. Si tu veux me voir, tu sais où j'habite. Si tu veux m'appeler, tu as mon numéro. Mais cette fois, ce sera toi qui feras l'effort, pas moi. Maman, je t'aime, Julien. Je t'aimerai toujours, mais je ne peux plus continuer à me perdre pour te garder. J'ai raccroché. Mes mains tremblaient. Mon cœur battait fort, mais je ne pleurais pas. J'ai posé ma tasse sur la table. Je l'ai regardée. Cette tasse en porcelaine blanche, intacte. Pierre, j'ai murmuré. J'espère que tu es fier de moi. Parce qu'aujourd'hui, j'ai enfin fait ce que tu m'avais toujours dit de faire. Je me suis respectée. Le téléphone a sonné encore quelques fois dans l'après-midi, puis plus rien. Le silence. Un silence différent de celui des 3 dernières années. Ce n'était plus le silence de l'absence, c'était le silence de la libération. J'ai perdu mon fils ce jour-là. Ou plutôt, j'ai accepté que je l'avais perdu depuis longtemps, mais j'ai retrouvé quelque chose de plus précieux. Moi-même. Le Noël le plus étrange de ma vie, je l'ai passé seul, mais pas de la manière dont je l'avais passé les 3 années précédentes. Cette fois, ce n'était pas une solitude subie. C'était une solitude choisie. Le 24 décembre au soir, j'ai mis la table. Pour une personne. J'ai sorti la belle vaisselle, celle que je gardais pour les grandes occasions. J'ai allumé des bougies. J'ai préparé un repas simple mais élégant. Du saumon fumé, une salade d'endives aux noix et pour le dessert, une bûche au chocolat que j'avais achetée à la pâtisserie du coin. J'ai mis de la musique, du Bach, les variations Goldberg. Pierre adorait cette musique. Et j'ai dîné, lentement, en savourant chaque bouchée. J'ai bu du champagne, un demi-verre. Dans ma tasse en porcelaine blanche, parce que tous les verres étaient au placard et que je n'avais pas envie de me lever. À minuit, j'ai levé cette tasse vers la fenêtre. Joyeux Noël, Pierre. Joyeux Noël, Julien. Où que vous soyez. Puis, je suis allée me coucher. J'ai dormi d'un sommeil profond, sans rêve, sans larmes. Le lendemain matin, le jour de Noël, je me suis réveillée avec une sensation étrange, une légèreté que je n'avais pas ressentie depuis des années. J'ai préparé mon thé. Je me suis assise près de la fenêtre. Le jardin était couvert de givre. Tout brillait sous le soleil d'hiver. Mon téléphone était éteint. Je l'avais éteint la veille au soir, et je n'avais aucune envie de le rallumer. J'ai passé la journée à lire, à écouter de la musique, à ne rien faire. C'était merveilleux. Le 26 décembre, j'ai rallumé mon téléphone. 12 messages, 8 appels manqués, tous de Julien. J'ai lu les messages, un par un. Maman, joyeux Noël, j'espère que tu vas bien.
Maman, on peut parler? Maman, Mathilde veut te présenter ses excuses, vraiment. Maman, réponds-moi s'il te plaît. Le dernier message datait du matin même. Maman, je comprends que tu sois en colère, mais on est une famille, on peut pas se quitter comme ça. Une famille. Ce mot m'a fait mal. Mais pas comme avant. Avant, il me faisait mal parce que j'en étais exclue. Maintenant, il me faisait mal parce que je réalisais que Julien ne savait plus ce que ce mot voulait dire. Pour lui, une famille, c'était ce que Mathilde avait construit. Leur cocon, leur monde à deux. Moi, j'étais du passé. Une relique, quelque chose qu'on sort une fois par an, si on y pense. J'ai décidé de ne pas répondre tout de suite. J'avais besoin de réfléchir, de comprendre ce que je voulais vraiment. Les jours ont passé. Janvier est arrivé. Froid, gris, pluvieux. Un matin, j'ai reçu une lettre, une enveloppe épaisse avec l'écriture de Julien. J'ai hésité avant de l'ouvrir. Puis j'ai déchiré le papier. C'était une lettre, longue, 4 pages. Chère maman, je ne sais pas comment commencer cette lettre. Il y a tellement de choses que je voudrais te dire et que je n'ai jamais su dire de vive voix. D'abord, je veux m'excuser. Pour tout. Pour ces 3 dernières années. Pour mon silence. Pour mon absence. Pour cette porte fermée à Noël. Tu avais raison. J'ai changé. Je ne sais pas quand exactement, mais je ne suis plus le fils que tu as élevé. Mathilde dit que c'est normal, que tout le monde change en vieillissant, que c'est ça, devenir adulte. Mais je ne suis pas sûre qu'elle ait raison. Parfois, je me réveille la nuit et je pense à papa, à vous deux, à nous 3, à cette époque où tout était simple, où je savais qui j'étais. Maintenant, je ne sais plus. Mathilde est ma femme, je l'aime. Mais parfois, j'ai l'impression de ne plus savoir qui je suis sans elle, comme si j'avais oublié comment exister seule. Elle dit que c'est ça, l'amour. Se fondre en l'autre, ne faire qu'un. Mais papa ne t'a jamais effacé, maman. Il t'aimait, mais tu restais toi. Vous étiez 2, pas 1. Je ne sais pas quoi faire. Je te demande pardon, et je te demande du temps. Laisse-moi réfléchir. Laisse-moi comprendre qui je suis. Je t'aime, maman, même si je ne sais plus comment te le montrer. Ton fils, Julien. J'ai lu cette lettre 3 fois, en pleurant. Pas de ces larmes de douleur que j'avais versées pendant des mois. Non. Des larmes d'espoir, mêlées de tristesse, parce que Julien commençait à voir, il commençait à comprendre, mais il n'était pas encore prêt. J'ai pris une feuille de papier, et j'ai répondu. Mon Julien, merci pour cette lettre, elle m'a touché plus que tu ne peux l'imaginer. Tu me demandes du temps, je te le donne, tout le temps dont tu as besoin, mais je veux que tu comprennes quelque chose. Je ne t'en veux pas d'avoir changé, nous changeons tous, c'est la vie. Ce qui m'a fait mal, ce n'est pas que tu aies construit ta propre famille, c'est que pour construire cette famille, tu aies pensé qu'il fallait détruire l'ancienne. Ton père et moi, nous t'avons élevé dans l'amour. Nous t'avons appris à être bon, généreux, juste. Mais quelque part en chemin, tu as oublié ces valeurs, ou peut-être qu'on te les a fait oublier. L'amour, mon chéri, ce n'est pas se fondre en l'autre au point de disparaître. L'amour, c'est 2 personnes qui restent entières et qui choisissent de marcher ensemble. Ton père m'aimait, mais il ne m'a jamais demandé de renoncer à qui j'étais, et je ne lui ai jamais demandé de couper les ponts avec sa famille. Réfléchis à ça. Quand tu seras prêt, quand tu sauras vraiment qui tu es et ce que tu veux, appelle-moi. Je serai là. Je t'aime. Toujours. Maman. J'ai posté cette lettre le lendemain, et j'ai attendu. Mais cette fois, ce n'était pas une attente passive. Ce n'était pas cette attente douloureuse des années précédentes, où je guettais chaque sonnerie de téléphone, chaque message. Non. C'était une attente sereine, patiente. J'avais compris quelque chose de fondamental. On ne peut pas sauver quelqu'un qui ne veut pas être sauvé. On ne peut pas forcer quelqu'un à ouvrir les yeux. Tout ce qu'on peut faire, c'est planter une graine et attendre qu'elle germe. Les semaines ont passé. Février, mars. Le printemps est arrivé. J'ai repris ma vie en main. J'ai recommencé à voir mes amis. Colette est venue passer un week-end à Bordeaux. Nous avons ri. Nous avons parlé de nos vies, de nos regrets, de nos espoirs. Tu as changé, Hélène, elle m'a dit. Tu es plus vivante. C'était vrai. Je me sentais vivante. J'ai rejoint un club de lecture. J'ai commencé à faire du bénévolat dans une association qui aide les personnes âgées isolées. Chaque jeudi après-midi, je rendais visite à Madame Leblanc, une vieille dame de 89 ans qui vivait seule dans un petit appartement du centre-ville. Elle me racontait sa vie. Son mari, mort depuis 20 ans. Ses 3 enfants, éparpillés aux 4 coins de la France, qui ne venaient jamais la voir.
Vous savez, Hélène, elle me disait, le pire dans la vieillesse, ce n'est pas le corps qui faiblit, c'est l'invisibilité. On devient transparente. Les gens vous traversent sans vous voir. Je comprenais, tellement bien. Un jour, alors que je lui apportais des madeleines maison, elle m'a regardé avec ses yeux fatigués. Vous êtes une bonne personne, Hélène. Votre fils a de la chance de vous avoir. J'ai souri tristement. Je ne sais pas s'il le sait. Il le saura. Un jour. Quand il sera trop tard. Peut-être. Mais il le saura. Quand il sera trop tard. Ces mots m'ont hanté pendant des jours. Et si c'était vrai? Et si Julien ne comprenait que lorsque je ne serais plus là? J'avais 77 ans. J'étais encore en bonne santé, mais pour combien de temps? Un soir d'avril, j'ai pris une décision. J'ai appelé Maître Renaud, mon notaire. Maître, je voudrais modifier mon testament. Il est venu chez moi le lendemain avec tous les documents nécessaires. Hélène, vous êtes sûre de ce que vous faites? Oui, tout à fait sûre. J'ai tout changé. La maison de Paris, celle où vivaient Julien et Mathilde, je la leur léguais, mais avec une condition. Mathilde ne pouvait pas en hériter directement. Si Julien mourait avant moi ou en même temps que moi, la maison reviendrait à une fondation pour les femmes en détresse. C'est une manière de m'assurer qu'elle ne profitera pas de mon fils sans jamais m'avoir respecté, j'ai expliqué. Mon appartement à Bordeaux, mes économies, tout irait à des associations. Une pour les personnes âgées isolées, une pour les enfants abandonnés, une pour les femmes victimes de violences psychologiques. Et pour Julien, a demandé Maître Renaud. Pour Julien, je laisse une lettre. Et cette tasse? J'ai montré ma tasse en porcelaine blanche. Elle a plus de valeur que tout l'argent du monde. S'il comprend un jour ce qu'elle représente, alors j'aurai gagné. Maître Renaud a hoché la tête. Vous êtes une femme sage, Hélène, et courageuse. Après son départ, je me suis sentie légère, comme si un poids immense venait de quitter mes épaules. Je n'attendais plus rien de Julien. Je ne voulais plus rien prouver. Je vivais, simplement, pleinement. Chaque matin, je buvais mon thé dans cette tasse. Je regardais le jardin, les fleurs que j'avais plantées, les oiseaux qui venaient chanter, et je souriais, parce que j'avais compris le secret que tant de femmes mettent toute une vie à découvrir. On n'a pas besoin d'être aimé par tout le monde pour être heureuse. On a juste besoin de s'aimer soi-même, de se respecter, de savoir dire non, de savoir partir. Un jour, peut-être, Julien comprendrait. Peut-être qu'il se réveillerait. Peut-être qu'il viendrait frapper à ma porte, les yeux remplis de larmes, en me disant « Pardon, maman, j'ai été aveugle. » Ou peut-être pas. Peut-être que certaines personnes ne se réveillent jamais. Mais ce n'était plus mon problème. J'avais fait ma part. J'avais planté la graine. Le reste, c'était entre Julien et sa conscience. Entre Mathilde et le karma qui, tôt ou tard, vient frapper à la porte de ceux qui ont blessé les autres. Parce que la vie, voyez-vous, a une mémoire. Elle se souvient de tout. Des portes qu'on claque au visage des mères, des mensonges qu'on raconte pour se faire bien voir, de l'amour qu'on piétine. Et un jour, elle présente la facture. Toujours, sans exception. Il y a un proverbe que ma grand-mère me répétait souvent. Le temps est un grand maître. Il finit toujours par révéler la vérité. Je n'y croyais pas vraiment. Jusqu'à ce mois de septembre. 8 mois s'étaient écoulés depuis ce Noël terrible. 8 mois pendant lesquels j'avais reconstruit ma vie. Lentement, patiemment. J'avais trouvé une certaine paix. Pas le bonheur parfait, non. Mais cette sérénité qui vient quand on accepte ce qu'on ne peut pas changer. Julien m'envoyait un message de temps en temps. Des messages courts, polis, distants. « Comment vas-tu, maman? J'espère que tout va bien. Je pense à toi. » Des mots vides, des mots qu'on envoie par obligation, pas par amour. Je répondais toujours, brièvement, calmement. « Je vais bien, merci. Prends soin de toi. » Rien de plus, rien de moins. Un jeudi après-midi, alors que je prenais le thé avec Colette dans mon salon, mon téléphone a sonné. C'était un numéro que je ne connaissais pas. « Allô? Madame Dubois ?» Une voix de femme, jeune, nerveuse. « Oui, c'est moi. Je m'appelle Sophie Marchand. J'étais la meilleure amie de Mathilde. Avant. » Mon cœur s'est accéléré. « Avant? » Oui, avant qu'elle ne... Enfin, c'est compliqué. Écoutez, je ne vous aurais jamais appelé si ce n'était pas important. Mais je pense que vous devez savoir. Savoir quoi? Un silence. Puis, elle a pris une grande inspiration. « Ah, Mathilde, elle a fait la même chose à d'autres personnes. Pas seulement à vous. » Comment ça? Quand elle s'est mariée avec Julien, elle a commencé à couper tous ses liens. D'abord avec vous,
sa belle-mère, puis avec les amis de Julien, un par un. Elle trouvait toujours une excuse. Ils sont jaloux. Ils ne nous comprennent pas. Ils veulent nous séparer. Et Julien la croyait. Il croit toujours tout ce qu'elle dit. Ou plutôt, il croyait. Que s'est-il passé? Sophie a hésité. Il y a 2 mois, Mathilde a essayé de faire la même chose avec la sœur de Julien. Je me suis redressée sur ma chaise. La sœur de Julien? Mais Julien n'a pas de sœur. Pardon, je me suis mal exprimée. Sa cousine, Émilie. Ils ont été élevés ensemble, après la mort des parents d'Émilie. Julien la considère comme sa sœur. Je me souvenais d'Émilie. Une jeune femme douce, intelligente. Elle était venue à l'enterrement de Pierre. Elle m'avait serrée dans ses bras en pleurant. Qu'est-ce que Mathilde lui a fait? Elle a raconté à Julien qu'Émilie avait essayé de l'embrasser, que c'était très gênant, qu'elle ne pouvait plus la voir. Quoi? Je sais. C'est fou. Émilie est mariée, elle a 2 enfants. Elle n'aurait jamais fait ça. Mais Mathilde était convaincante. Elle pleurait. Elle disait qu'elle se sentait trahie. Et Julien l'a cru? Au début, oui, il a arrêté de parler à Émilie. Il a ignoré ses appels, ses messages, pendant 1 mois. Mon Dieu. Mais Émilie ne s'est pas laissée faire. Elle a débarqué chez eux un soir. Elle a exigé des explications. Et là, devant Julien, elle a confronté Mathilde. Et alors, Mathilde n'a pas pu tenir son mensonge. Elle a craqué. Elle a commencé à crier, à dire qu'Émilie était jalouse, qu'elle voulait détruire leur couple. Mais plus elle parlait, plus c'était évident qu'elle mentait. Comment Julien a réagi? Il était sous le choc. Pour la première fois, il a vu qui était vraiment sa femme. Mon cœur battait fort. Je ne savais pas quoi ressentir. Du soulagement? De la tristesse? Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Julien a commencé à poser des questions, à repenser à toutes les fois où Mathilde avait éloigné des gens de leur vie. Et puis, il a pensé à vous. Silence. Il m'a appelé, Sophie a continué. Il m'a posé des questions sur ce qui s'était passé à Noël. Je lui ai dit la vérité, que tout le quartier avait entendu Mathilde vous crier dessus, que c'était humiliant, que vous étiez parti avec dignité. J'ai fermé les yeux. Les larmes commençaient à monter. Madame Dubois, Julien pleure. Tous les jours, il a réalisé ce qu'il a perdu, ce qu'il vous a fait. Pourquoi vous me dites tout ça? Parce que vous méritez de savoir. Et parce que... Mathilde commence à payer le prix de ses mensonges. Comment ça? Tous ses amis l'ont abandonnée. Moi la première. Sa propre famille refuse de lui parler depuis qu'ils ont découvert comment elle traite les gens. Elle est seule maintenant. Vraiment seule. Et Julien? Sophie a soupiré. Il dort dans le bureau. Il ne se parle presque plus. Je pense qu'il va demander le divorce. Mais il a peur. Peur de quoi? Peur de vous appeler. Peur que vous le rejetiez. Peur que ce soit trop tard. J'ai raccroché quelques minutes plus tard. Mes mains tremblaient. Colette me regardait, inquiète. Hélène? Qu'est-ce qui se passe? Je lui ai tout raconté. Elle a écouté en silence. Puis, elle a posé sa main sur la mienne. Qu'est-ce que tu vas faire? Je ne sais pas. 2 semaines plus tard, j'étais au marché. J'achetais des légumes pour la semaine. Et je l'ai vue. Mathilde. Elle marchait seule, un panier à la main. Elle avait l'air différente. Ses cheveux étaient mal coiffés. Pas de maquillage. Son visage était fatigué, vieilli. Nos regards se sont croisés. Elle s'est figée. Pendant quelques secondes, elle m'a regardée. Et dans ses yeux, j'ai vu quelque chose que je n'avais jamais vu avant. De la honte. Elle a détourné les yeux et elle est partie rapidement. Je suis restée là, debout au milieu du marché, mon panier à la main, et j'ai compris. La vie avait fait son travail. Je n'avais pas eu besoin de me venger. Je n'avais pas eu besoin de crier. Je n'avais pas eu besoin de la détruire. Elle s'était détruite toute seule, en mentant, en manipulant, en isolant tout le monde autour d'elle. Et maintenant, elle était seule, vraiment seule. Exactement ce qu'elle m'avait fait subir pendant 3 ans. Le soir même, j'ai reçu un appel. C'était Émilie. Hélène? C'est moi, Émilie. Je ne sais pas si vous vous souvenez de moi. Bien sûr que je me souviens. Comment vas-tu, ma chérie? Je vais bien. Mais Julien ne va pas bien. Il voudrait vous parler. Mais il n'ose pas. Il pense que vous ne lui pardonnerez jamais. Qu'est-ce qu'il attend de moi? Rien. Il n'attend rien. Il veut juste vous dire qu'il est désolé, qu'il a été aveugle, qu'il a tout compris maintenant. J'ai réfléchi longuement. Dis-lui qu'il peut m'appeler, quand il sera prêt. Vraiment? Oui, mais à une condition.
Laquelle? Qu'il soit honnête, vraiment honnête. Pas pour me faire plaisir. Pas pour obtenir mon pardon. Juste pour dire la vérité. Émilie a promis de transmettre le message. Cette nuit-là, j'ai dormi paisiblement. Parce que j'avais compris quelque chose que je voudrais partager avec vous tous. La justice, ce n'est pas toujours nous qui la faisons. Parfois, c'est la vie elle-même qui s'en charge. Elle m'avait traitée comme une étrangère. Des mois plus tard, c'était elle, l'étrangère, rejetée par tous, seule dans sa grande maison vide. La vie finit toujours par rendre ce qu'on lui donne. Toujours. Il a appelé 3 semaines plus tard, un dimanche matin. Il pleuvait doucement. J'étais dans mon salon, ma tasse de thé à la main, en train de regarder la pluie couler sur les vitres. Le téléphone a sonné. J'ai regardé l'écran. Julien. Mon cœur a battu plus fort, mais je n'ai pas tremblé. Je n'ai pas paniqué. J'ai juste respiré profondément. Et j'ai décroché. Allô, maman. Ce mot, ce simple mot. Prononcé avec une voix que je ne lui connaissais plus. Une voix brisée, fragile, humaine. Julien. Un long silence. Je l'entendais respirer, chercher ses mots. Je peux venir te voir? Quand? Maintenant, si tu veux. Je suis à Bordeaux, devant la gare. J'ai fermé les yeux. Il était là, à quelques kilomètres de moi. Viens. 1 heure plus tard, il était devant ma porte. J'ai ouvert, et je l'ai vu. Mon fils, mon Julien. Mais pas celui qui m'avait regardé avec des yeux vides à Noël. Non, celui-là, c'était le Julien d'avant. Celui que je croyais avoir perdu. Il avait maigri. Ses yeux étaient cernés. Il portait un simple pull gris et un jean. Pas d'élégance, pas de vernis. Juste un homme fatigué. Maman, il a commencé à pleurer. Là, debout sur le pas de la porte. Je ne l'ai pas serré dans mes bras tout de suite. Je l'ai regardé. Longtemps. Entre. Il est entré. Il s'est assis dans le salon. À la même place où Pierre s'asseyait toujours. Je lui ai préparé du thé. Dans une tasse normale. Pas la mienne. La mienne, elle restait pour moi. Je me suis assise en face de lui. J'ai attendu. Je ne sais pas par où commencer. Il a murmuré. Par la vérité. Il a hoché la tête. Et il a parlé. Il m'a tout raconté. Comment, petit à petit, Mathilde avait pris le contrôle de sa vie. Comment elle décidait de tout. Qui ils voyaient. Où ils allaient. Ce qu'ils devaient penser. Au début, je trouvais ça rassurant. Quelqu'un qui prenait les décisions à ma place. Après la mort de papa, j'étais perdue. Et elle savait toujours quoi faire. Et moi? Il a baissé les yeux. Elle disait que tu étais trop envahissante, que tu voulais contrôler ma vie, que si je ne mettais pas de distance, je ne deviendrais jamais vraiment adulte. Et tu l'as cru. Oui, il pleurait. Oui, maman, je l'ai cru. Et j'ai honte. Tellement honte. Pourquoi tu l'as cru, Julien? Pourquoi tu ne m'as jamais posé la question? Parce que c'était plus facile. Croire que tu étais le problème, ça voulait dire que je n'avais rien à changer, que je pouvais juste vivre ma vie tranquille sans culpabilité. Il m'a regardé. Ses yeux étaient rouges. Je t'ai abandonnée, maman. Je t'ai laissée seule alors que papa m'avait fait promettre de prendre soin de toi. Je t'ai fermé la porte au nez le soir de Noël. Je t'ai traitée comme une étrangère. Oui, je ne te demande pas de me pardonner. Je ne le mérite pas. Je veux juste que tu saches que j'ai compris. Trop tard, peut-être. Mais j'ai compris. J'ai bu une gorgée de thé. Dans ma tasse en porcelaine blanche. Je l'ai regardée. Cette tasse qui avait traversé toutes ces années avec moi. Intacte. Julien, est-ce que tu te souviens de cette tasse? Il a levé les yeux. Oui, papa te l'avait offerte. Pour vos 30 ans de mariage. Tu sais pourquoi elle est si importante pour moi? Parce qu'elle te rappelle papa. Pas seulement. Elle me rappelle quelque chose de plus profond. Elle me rappelle que même quand tout s'effondre autour de nous, il y a des choses qui restent. Des choses qu'on ne peut pas casser. Tant qu'on les protège. Il m'a regardé sans comprendre. Cette tasse, c'est moi, Julien. C'est ma dignité, mon identité. Pendant 3 ans, j'ai failli la laisser tomber. Failli la casser. Pour te garder. Pour être aimé. Mais ce Noël, quand cette porte s'est fermée, j'ai compris. Si je cassais cette tasse, si je perdais ma dignité, je ne serais plus rien. Même si tu revenais. Maman, laisse-moi finir. Tu es revenue. Tu as compris. Je suis contente. Vraiment. Mais je ne vais pas faire comme si rien ne s'était passé. Je ne vais pas te dire que tout est pardonné et qu'on reprend là où on s'était arrêté. Il a baissé la tête.
Je comprends. Je veux qu'on reconstruise, mais autrement. Pas comme avant, autrement. Comment? Avec honnêteté, avec respect, et surtout avec des limites. Il a hoché la tête. D'accord. Et Mathilde? Il a soupiré. Je lui ai demandé le divorce. Il y a 1 semaine. Je n'ai rien dit. Ce n'était pas à moi de juger. Je ne la déteste pas. Il a ajouté. Je comprends qu'elle avait ses propres blessures, ses propres peurs, mais je ne peux plus vivre comme ça. Je ne peux plus être quelqu'un que je ne suis pas. C'est sage. Nous avons parlé pendant des heures. De papa, de nos souvenirs, de ses regrets, de mes espoirs. Avant de partir, il m'a regardé. Je peux revenir? Oui, mais pas tout de suite. Prends le temps de te retrouver, de comprendre qui tu es sans Mathilde, sans moi, seul. D'accord. Il m'a serré dans ses bras, fort, comme il ne l'avait pas fait depuis des années. Je t'aime, maman. Yeah, je t'aime aussi, mon chéri. Il est parti. J'ai refermé la porte. Je me suis assise dans mon fauteuil. J'ai pris ma tasse. Elle était vide. Je me suis levée. Je suis allée dans la cuisine. J'ai préparé un nouveau thé. Parce que c'est ça, la vie. On vide la tasse, on la remplit à nouveau, on continue. Aujourd'hui, j'ai 78 ans. Julien m'appelle 2 fois par semaine, il vient me voir 1 fois par mois. Nous reconstruisons. Lentement, patiemment. Ce n'est pas parfait. Il y a encore des silences, des non-dits, des blessures qui mettront du temps à guérir. Mais c'est honnête, et c'est suffisant. Mathilde, je ne l'ai plus jamais revue. J'ai appris par Émilie qu'elle avait quitté Paris, qu'elle était retournée vivre dans sa ville natale, près de Lyon. Je ne lui en veux pas, vraiment, parce que j'ai compris que les gens qui font du mal aux autres sont souvent ceux qui souffrent le plus. Elle m'a pris 3 ans de ma vie, 3 Noëls, des centaines de nuits blanches, mais elle m'a aussi appris quelque chose d'essentiel. Elle m'a appris à me respecter, à ne plus mendier l'amour, à savoir partir. Et pour ça, d'une certaine manière, je lui suis reconnaissante. Si mon histoire vous a touché, si elle vous a rappelé quelque chose que vous viviez ou que vous avez vécu, sachez une chose, vous n'êtes pas seul. Il y a des milliers de femmes qui, comme moi, ont été effacées, ignorées, rejetées par ceux qu'elles aimaient le plus. Mais il n'est jamais trop tard pour se relever. Il n'est jamais trop tard pour dire non. Il n'est jamais trop tard pour choisir sa dignité. J'aurais pu passer le reste de ma vie à attendre que Julien revienne, à mendier son attention, à accepter les miettes. Mais je ne l'ai pas fait. J'ai choisi de vivre, vraiment vivre. Et c'est ce choix qui a tout changé. Pas parce qu'il m'a ramené mon fils, mais parce qu'il m'a ramené à moi-même. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si cette histoire a touché votre cœur, abonnez-vous et activez la cloche pour entendre d'autres femmes qui ont transformé la douleur en sagesse. Chaque jour, une femme, une leçon de vie. Partagez cette histoire avec quelqu'un que vous aimez. Parfois, une histoire change toute une journée. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Aujourd'hui, quand je bois mon thé dans cette tasse en porcelaine blanche, je ne pense plus seulement à Pierre. Je pense à toutes les femmes qui, comme moi, ont dû apprendre à se choisir. Je pense à celles qui attendent encore. Et je leur dis, n'attendez plus. La vie est trop courte pour être invisible, trop précieuse pour être vécue à moitié, trop belle pour être gâchée en mendiant l'amour de ceux qui ne savent pas le donner. Levez-vous, partez, vivez, et un jour, peut-être, comme moi, vous recevrez un coup de téléphone. Ou peut-être pas. Mais dans tous les cas, vous aurez gagné la seule chose qui compte vraiment, vous-même.